découvrir pour la première fois 3 vies par semaine, lues par Flora Brunier. Et vous, capitaine ? Catel, au lieu de répondre, marcha dans la pièce et s'arrêta devant le tableau blanc accroché au mur. « Vous voulez vraiment savoir ?» fit la gendarme en saisissant un feutre. Toujours très impressionnant d'entendre les mots qu'on a écrits, dont on se souvient très très bien, puisque voilà, je viens de terminer évidemment l'écriture de ce roman, et de les voir interpréter le sens du rythme, des dialogues différents, avec une voix un peu différente sans que ce soit trop marqué, le suspense déjà présent. Oui, on sent tout de suite à la fois une tension dans la dimension policière, et puis quelque chose de plus léger, de plus clair dans les dialogues. Donc voilà, donc tout ça est évidemment toujours très très impressionnant. Si l'on réfléchit bien, il ne s'agit au fond que d'une équation à 3 inconnus. Ou plus précisément, de 2 équations. L'une à 3 inconnus et l'autre à 3 inconnus. Elle traça sur le tableau 3 croix et 3 ronds et relia chacune des croix à un rond différent. Et là, on reste dans une adaptation qui est vraiment collée aux mots et qui magnifie encore les mots, la musicalité. Enfin, c'est vrai que quand on écrit, je pense que tout écrivain répète ses phrases dans sa tête, enfin les relit, joue sur les assonances, sur le rythme, passe énormément de temps à recouper des phrases pour qu'elles soient plus courtes, au contraire à rajouter une virgule. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très très méticuleux. Et parfois, quand j'entends des acteurs lire mes textes, je me dis ah ouais, c'est pas si mal, ouais, ça marche bien, ouais, finalement c'est notamment des scènes de dialogue, des scènes qui peuvent être drôles ou des scènes de tension. Donc ça, c'est vrai que c'est une façon quand même de vraiment de sublimer le texte. Nanès ne put se retenir davantage. « Vous vous souvenez de Milana ?» Marie-Cécile s'autorisa enfin un sourire, presque aussi triomphant que celui de l'adjudant Mathias Vignol, debout à côté d'elle, comme si quelques paillettes de gloire retombaient aussi sur ses larges épaules. « Milana Duval ? Oui, j'en ai un souvenir assez net, parce que je n'étais en poste que depuis quelques semaines, je pense. » On est tout de suite happé par l'histoire, on est happé par les personnages. Enfin, les personnages prennent une réalité, le suspense, la tension, etc. prend une vraie réalité par les intonations. Donc oui, donc il y a une immersion qui se fait. C'est assez joli parce qu'en fait, on est vraiment à mi-chemin là pour le coup entre la lecture et le fait de regarder un film, d'être guidé quoi là, parce qu'on se met au rythme du narrateur. Donc on revient à quelque chose d'assez essentiel qui est d'écouter une histoire, de s'asseoir et d'avoir un conteur qui raconte une histoire. Donc c'est quand même quelque chose qui est même plus ancien que la littérature. Quelque part où l'on ne retrouverait pas son corps, pour ne pas faire chier les collègues qui avaient déjà bien assez d'emmerdes. « J'ai son identité, capitaine. Il avait ses papiers sur lui. Renaud Duval, né tout près d'ici, à Charleville-Mézières, il y a 46 ans. Vous voulez d'autres détails ?» Catel hocha à nouveau la tête. « J'adorerais, Will. Une lettre d'adieu, ça serait parfait, dans laquelle ce Renaud Duval explique qu'il a sauté de son plein gré, histoire d'être certain que personne ne l'a aidé. » La pluie continuait de fouetter le front, la bouche et les yeux de la capitaine. Les gouttes ruisselaient sur chaque bosse et creux de son visage anguleux. Catel repoussa sous sa capuche la mèche de corbeau qui pendait en rideau noir devant ses yeux. Elle repensait à Sandra la traîtresse. Cette petite greffière du tribunal de commerce de Charleville avait attendu la fin août pour lui annoncer qu'elle était mutée au bord de la Méditerranée, que tout était terminé, qu'elle n'était plus aussi sûre de ne pas aimer les hommes. « Et moi ?» avait eu envie de lui répondre Catel. « Qu'est-ce que tu crois ? Que t'es mon premier choix, ma belle Sandra ? Que j'ai pas essayé les mecs avant toi ? Raté. Manque de compatibilité. Davantage d'ailleurs pour vivre avec eux que pour coucher avec eux. Si les filles non plus, ça le fait pas, il me reste quoi ? Adopter un chat ? » Catel se reconcentra et prit le temps d'évaluer le décor autour d'elle. Le site des 4 fils Aymon se résumait à une colline abrupte surplombant le méandre de Bogny-sur-Meuse. Un lieu de promenade avec son petit parking forestier, sa vaste prairie pour le pique-nique ou les concerts l'été, 4 gros rochers à escalader et un chemin menant jusqu'au belvédère et cette statue massive en hommage à la plus célèbre des légendes locales, les 4 fils Aymon. Le capitaine se pencha au-dessus de la barrière de sécurité. « Remontez, les garçons. On laissera les médecins légistes jouer au Spider-Man. Ils vont adorer. » Les 2 gendarmes, en équilibre sur les rochers détrempés, ne se firent pas prier. Catel en profita pour faire un point.
Ce type s'était manifestement suicidé hier soir. Ça arrivait souvent dans la région. Des joggeurs avaient donné l'alerte dès 6 heures du matin. Des dingues qui se levaient avant le soleil pour aller courir et poussaient le vice jusqu'à s'infliger 200 mètres de dénivelé depuis Bonny-sur-Meuse jusqu'aux Quatre Pics. Des masos. Des masochistes, avait même précisé son adjoint Jérémy Bonello, très fier de sa blague. Le lieutenant Bonello remontait vers le belvédère d'un pas pressé. Catel admira sa détermination matinale. Jérémy était un comique de 30 ans que rien ne déprimait. Un gars du coin réellement persuadé que la Meuse valait bien le Danube, que les Ardennes valaient bien les Alpes-Maritimes, et que la place ducale de Charleville-Mézières n'avait rien à envier à celle des Doges de Venise. Un type capable d'inviter chaque année toute la brigade à un barbecue d'anniversaire de mariage et de gérer la première rentrée de sa petite Zoé par un simple « Maman et toi me raconterez tout ce soir. Bonne journée, mes deux chéris ». Un adjoint parfait et dévoué que chaque saute d'humeur de sa supérieure semblait amuser, comme s'il prenait un malin plaisir à surjouer le contraste entre eux, au cas où on aurait eu un jour envie de s'inspirer de leur duo pour tourner une série télévisée. « Catel, bonne nouvelle. Je sais comment notre type est monté jusqu'ici. » Le lieutenant Bonello était le seul de la brigade à l'appeler par son prénom. « Vous me suivez, Catel ?» Et heureusement, à continuer de la vouvoyer, même si le tutoiement devait le titiller. Elle suivit avec prudence son adjoint dans l'escalier glissant qui descendait du belvédère, puis sur le chemin de planche longeant la prairie. « Plusieurs fois par an, précisa Bonello, ils organisent des spectacles médiévaux ici, en souvenir de la légende des 4 fils Aymon. Une sombre histoire de chevalier banni par Charlemagne. C'est notre Game of Thrones local. Attention où vous mettez les pieds, Catel. Serrez à droite. » La capitaine aperçut un vaste trou une 50aine de mètres devant elle. « Le trou à laine !» expliqua encore Jérémy. « Un gouffre plus profond qu'un immeuble de 3 étages. L'autre spot du coin pour les Ardennais suicidaires. » Ils marchèrent une centaine de mètres supplémentaires, traversèrent le parking forestier, avant que le lieutenant ne la guide jusqu'à un chêne bordant la route. En s'approchant davantage, la capitaine distingua une 307 blanche garée sous les branches basses. « Apparemment, notre Renault est monté en Peugeot », osa balancer Bonello. Catel ne releva pas, Jérémy était capable de ne pas l'avoir fait exprès. Elle observa le parking du site, vide, à l'exception de leurs 2 Mégane bleues. « Pourquoi ne s'est-il pas garé ici, plutôt que d'aller planquer sa voiture sous cet arbre ? J'ai ma petite idée. »